Donc, pour commencer, méthodologie de la recherche bibliographique, je vais essayer de tenir sur 1 heure, enfin jusqu'à 15h30, hein, pour permettre justement de laisser le quart d'heure à la fin pour les questions. Donc, méthodologie de la recherche bibliographique, pourquoi, où, comment. Alors, nous avons défini 4 items pour pouvoir acquérir cette méthodologie de recherche. La première chose, lorsque vous avez un projet de service ou une question clinique, c'est de pouvoir définir la question de départ ou votre hypothèse, ce n'est pas forcément une question. Ensuite, de dégager les concepts et les mots-clés. Dans un troisième temps, lorsqu'on aura dégagé les mots-clés, les concepts, de délimiter une équation de recherche, c'est parfois la grande difficulté. Et pour finir, de filtrer les informations et de déterminer les limites des résultats que vous souhaitez récupérer. Donc, pour commencer, définir la question de départ, l'hypothèse de départ, la question. Il convient d'abord de choisir le type de question auquel on souhaite répondre. Donc, question à laquelle on souhaite répondre. Est-ce qu'il s'agit d'une question clinique de type diagnostic? Évidemment, pour mieux cerner sa recherche, c'est très important de déterminer un type de question clinique auquel on souhaite répondre. Donc, l'extraction d'informations pertinentes, évidemment, elle va commencer par la formulation d'une question clairement définie et structurée. Donc, cette méthodologie vous permettra évidemment de retrouver des résultats probants. Alors, plusieurs types de questions cliniques, on en résume 4. Diagnostic, pour sélectionner, interpréter un test diagnostique. Étiologique, pour trouver des résultats qui consistent à déceler les causes d'une maladie, d'une pathologie, etc. Thérapeutique, qu'est-ce qu'on entend par thérapeutique? Des résultats, on peut trouver des pistes pour choisir le meilleur traitement pour le patient, le meilleur projet à mettre en place pour le service, et ainsi de suite. Pronostic, éventuellement pour prévoir les complications d'une maladie dans le temps. On peut parler de la pandémie ou du vaccin, je prends l'exemple du vaccin, pour prévenir les effets indésirables à long terme. Alors, on a expliqué les différents types de questions. Pour vraiment savoir si vous avez saisi la notion, on va vous lancer un quiz avec une question type et à vous de déterminer quel est le type de question. Je laisse Catherine Cunis lancer le quiz. La question est la suivante. Elle va vous lancer le quiz en direct pour que vous puissiez participer directement. Donc, vous allez être actif dans la réponse. Donc, voilà, la question 1. Je me permets juste, Karima, c'est d'expliquer que si, normalement, donc, il y a une fenêtre pop-up qui est apparue sur votre écran avec la question. Si vous ne la voyez pas apparaître, normalement, vous pourrez la retrouver dans votre fil de discussion. Tout à fait. Voilà. La question, elle apparaît. Donc, il suffit juste de répondre, de sélectionner la bonne réponse. Je ne vous donne pas la réponse. De sélectionner la bonne réponse et ensuite d'envoyer. Et ensuite, on affiche directement la réponse. C'est très rapide, c'est vraiment pour savoir si vous avez bien compris la notion entre les différents types de questions. Et est-ce que à l'écran, vous voyez les réponses apparaître? Karima? Excusez-moi, Karima, vous voyez les questions apparaître? Oui, moi je les vois, absolument, c'est OK. Oui, nous aussi on voit. Eh bien, moi pas. Dans le fil de discussion. Oui, recherchez un peu dans le fil de discussion, vous devriez avoir apparaître normalement la question avec les réponses, enfin avec les réponses des gens, enfin des personnes. Elle s'affiche. Ah oui, les réponses, moi je veux que la question pour l'instant. Vous ne voyez pas les réponses? Alors, enfin, le pourcentage de réponses? Pour répondre à la question. Parce que la réponse, normalement, il faut sélectionner la réponse dans le formulaire et ensuite vous cliquez sur envoyer. Mais après, Catherine, peut-être que c'est vous qui voyez les réponses, puisque vous êtes administratrice. Normalement, vous devriez tous les voir. Oui, on voit bien tous les réponses. Donc, dans le fil de discussion, effectivement. Oui. Non, dans le sondage.
Dans le sondage Dans le aussi. sondage, non. Dans le sondage, on n'a pas les réponses. Par contre, moi, je vois les réponses dans les Dans le fil discussions. de Et discussion, voilà. évidemment, c'est plutôt, on est plutôt bien parti, j'ai envie de dire. Moi, je Donc, pense c'est bien. que, voilà, je pense que pratiquement tout le monde a répondu. Bah, écoutez, bravo, hein. On a encore Parce quelques questions, Il y a encore quelques quelques réponses. réponses. Enfin, Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes. moi, Catherine, je vois pas le retour dans le formulaire. Par contre, je vois les échanges dans les discussions. D'accord. En fait, Dans la pour conversation. l'instant, alors je vais vous dire, pour l'instant, donc on a 128 réponses et on a 86% de personnes qui disent étiologique. Génial. Bon, bah, écoutez, on continue, hein. Voit les réponses sur le sondage. Oui, bah, écoutez, oui, il y a des participants qui voient les réponses sur le sondage, mais moi Oui, on peut-être est qu'il faut que je toujours à réponde 86% parce pour que je dois étiologique. répondre. D'accord, bah, je vais répondre. Voilà, c'est parce que j'avais pas répondu. Ah, voilà. Comme je connaissais la réponse, je dis: «Je vais pas répondre», mais en fait, s'il faut répondre, du coup, effectivement, on a les réponses directement en ligne. Je pense que ça y est, je pense qu'on a pratiquement tout le monde. Il y a 133 a réponses. répondu. Plus toutes les personnes qui nous ont répondu dans le fil de discussion. Voilà, tout à fait. 133, vous n'allez pas voir à quel point on vous regarde avec intensité. Je pense que vous pouvez continuer, Karina. Bah, écoutez, c'est très bien. Donc effectivement, la réponse, je vais l'afficher. Donc c'est bien étiologique, hein. Il s'agit effectivement ici de trouver des ressources dans lesquelles on va relever les causes de la chute de la personne âgée. Donc c'est bien les causes qu'on va chercher, hein, pour justement améliorer la prise en charge des chutes, de la personne âgée. Donc on continue. Toujours dans la première étape, définir la question de l'hypothèse de départ. Ensuite, on va décomposer la question clinique en critères PICO. Une question clinique, elle s'inscrit très souvent dans un modèle evidence-based, donc pratique fondée sur les preuves au niveau de la médecine. Donc, cette pratique, elle inclut les critères qui sont regroupés sous l'anagramme PICO. Alors, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit à l'écran, mais je vous laisserai prendre connaissance. Mais pourquoi la méthode PICO? Tout simplement parce qu'elle permet de clarifier votre question et d'en identifier les concepts. Également, elle va vous permettre de faire une recherche bibliographique efficace et systématique dans les bases de données scientifiques. C'est des critères qu'on ne va pas forcément utiliser dans des bases de données entre guillemets «standards», mais la plupart des bases de données, évidemment, ce sont des critères qu'il faudra identifier. Et ensuite, pour finir, hein, c'est la finalité quand même de la recherche en soins, c'est de construire un projet de recherche avec des données probants. Alors, P pour population, à qui s'adresse l'intervention? Donc, on va définir toutes les caractéristiques qui vont définir le patient, mais qui vont définir votre projet de service. Donc, ça peut être la population, ça peut être l'âge, le sexe, la pathologie, hein, si c'est une question purement clinique, médicale. L'intervention évaluée, c'est ce qu'on souhaite faire avec le patient, c'est ce qu'on souhaite faire avec le problème, comment on peut le résoudre. Comparateur, c'est l'alternative à l'intervention principale. C'est qu'est-ce que je vais étudier et qu'est-ce que je mets comme solution? Qu'est-ce que je trouve comme solution? Donc c'est l'alternative à l'intervention principale. Donc ça peut être un groupe témoin, ça peut être, on le fait sur les essais thérapeutiques, hein. Le outcome, hein, la prononciation, je vous laisse le soin. Il s'agit des résultats cliniques attendus.
et c'est l'objectif visé. C'est-à-dire que lorsque vous faites un projet de service, par exemple, vous avez une question clinique en ce qui concerne la partie médicale, c'est de trouver des résultats en fonction de l'objectif qui est visé. Donc, par exemple, si on veut relever le taux de mortalité, le programme d'activité physique, si on veut étudier la qualité de vie par rapport à un projet bien déterminé, etc. C'est vraiment en fonction du type de projet de service ou de question clinique qui sera posée. Donc, il s'agit vraiment de l'objectif scientifique de l'étude. Le dernier critère, dans la recherche paramédicale, il est mis en évidence. Par contre, il est très peu utilisé. Donc, nous, dans la présentation d'aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais sachez que ce critère-là, il est quand même préconisé pour la recherche paramédicale. Par contre, dans la problématique de la question, en tout cas d'aujourd'hui, on ne va pas l'évoquer. Mais il s'agit en fait de trouver des réponses, la meilleure étude, tout simplement, pour répondre à votre question clinique. Alors, cette démarche, évidemment, elle consiste à intégrer lors d'une prise de décision médicale, je parle vraiment pour la partie clinique, les données les plus actuelles de la science qui est issue de la recherche. Donc, ça peut être l'expérience du praticien, les besoins et les demandes du patient. Et si j'extrapole dans un projet de service, ça peut être le management, ça peut être un projet qui est tout à fait hors clinique. C'est vraiment prendre en compte voilà, toute l'expérience ça peut être l'expérience du cadre de santé. C'est pas forcément un praticien clinicien. Alors, la deuxième étape, c'est de dégager les concepts clés. On a bien dit qu'on avait 4 étapes. La deuxième étape, dégager les concepts clés ou les concepts ou les mots-clés. Alors, on peut préciser que ces concepts clés, ils répondent aux critères PICO. Donc, il faut les prioriser pour trouver des données probantes. Un seul mot-clé ne suffit pas et ne permet pas d'obtenir des résultats pertinents. Évidemment, parfois, il faut trouver des synonymes, ce qu'on verra dans l'exemple pour la partie pratique qu'on verra après. Les mots-clés, à quoi servent-ils? Évidemment, ils vont décrire précisément le sujet de votre recherche. Donc, ils doivent être choisis avec soin parce que c'est ces mots-clés, c'est ces concepts que vous aurez déterminés au préalable qui vont déterminer tout simplement les résultats affichés. Donc, les mots-clés, ils peuvent être du vocabulaire standardisé, donc du vocabulaire des descripteurs mesh, donc un langage qui est bien déterminé, mais ça peut être aussi du vocabulaire de la vie courante. Alors, évidemment, il est conseillé pour chaque concept de rechercher un ou plusieurs synonymes ou les termes qui sont associés et leur traduction en langue anglaise. Évidemment, on peut savoir que dans la plupart des bases de données, comme par exemple Medline, on peut faire une recherche en français, mais les résultats ne seront pas pertinents et peut-être qu'on aura très peu de résultats ou pas de résultats en fonction des bases de données. Donc, les bases de données comme Medline, qui sont très standardisées, il est quand même important de traduire ces mots-clés, ces concepts. Petite précision, et c'est très important, et je pense que c'est vraiment le b.a.-ba de la recherche. Quand on fait une recherche documentaire, on élimine les mots vides, le comment, le, la, du, ce, etc. Donc, c'est vraiment des concepts qui sont bien définis, qui sont bien déterminés pour pouvoir lancer sa recherche dans une base de données. Alors, on a parlé de termes mesh. Ça ne parle pas forcément à tous, je l'entends bien, mais par contre, ça vous parlera lorsque vous utiliserez ces termes mesh, que vous trouverez exactement le résultat que vous souhaitiez, et très rapidement. Donc, ça peut évidemment parler à tous. C'est très standardisé. Le terme mesh, cela signifie Medical Subject Headings. C'est une liste de mots, expressions qui décrit toutes les notions utilisées dans le domaine biomédical et chaque notion est exprimée toujours exactement par le même mot. Donc, comment ça se passe rapidement? Les bibliothécaires qui vont alimenter
la base de données Medline, qui est rattachée à un moteur de recherche qui s'appelle PubMed. Elles vont attribuer des mots-clés à chaque article qui sera indexé dans la base de données. Et cet article-là, il sera indexé avec les termes mèches. Donc, les termes mèches, ils vont servir à retrouver les documents et il s'agit de l'indexation de la base de données Medline. Donc, tous les articles qui n'ont pas de mots-clés mèches, évidemment, ils ne seront pas forcément retrouvés facilement dans la base de données parce qu'ils sont soit trop récents, soit pas encore validés par les bibliothécaires de la National Library of Medicine. C'est cette institution qui gère justement l'élaboration des descripteurs MESH. Donc, évidemment, ça c'est important à savoir, vous pouvez ne pas trouver d'articles qui sont publiés en utilisant les termes MESH, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore indexés avec les mots-clés MESH. Et du coup, parfois, mais ça reste quand même une exception, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le langage naturel. Mais ça arrive vraiment, c'est très rare. Donc, il est quand même plus pertinent d'utiliser le MESH pour pouvoir effectuer des recherches précises en cherchant sur les synonymes et d'avoir des résultats exhaustifs. Alors, pour traduire je vais essayer d'aller vite pour rester dans le temps. Pour pouvoir trouver et traduire les termes MESH, il existe plusieurs possibilités, mais la plus réalisable, c'est le catalogue et index des sites médicaux de langue française, SISMEF, SISMEF, qui traduit, je parle beaucoup, mais j'y reviens, SISMEF. Donc, ce catalogue, il est géré par le CHU de Rouen. Et donc, c'est un catalogue de langue française, un catalogue c'est un site médical, et il peut vous aider à trouver la correspondance des mots du MESH en français et traduire les concepts anglais médical. Parce que si vous prenez un terme médical et que vous le traduisez dans Google, par exemple, j'ai un écho, j'entends quelqu'un qui parle. Est-ce que vous pourriez fermer J'ai un vos retour micros, d'écho. s'il vous plaît? Merci. Merci Catherine. Donc, du coup, faire attention quand je traduis un terme médical, et il faut absolument privilégier ce site et non pas un moteur de recherche standard qui va complètement vous désorienter. Donc, là, on a pris cet exemple-là, mais on va le détailler un petit peu plus loin. Donc, la plupart des articles, c'est très important à savoir, ils vont porter sur des sujets très spécifiques. Donc, parfois, les termes MESH, donc les descripteurs MESH, ne vont pas suffire à couvrir complètement la spécificité de la recherche, d'où l'intérêt d'utiliser des qualificatifs. Donc, en anglais, subheadings, qui vont justement servir à décrire certains aspects très spécifiques du titre MESH qui sont justement pertinents pour l'article. Donc, on va prendre un exemple de qualificatif sur un sujet, je pense, qui parle à tout le monde. Et en sachant que le qualificatif, on ne peut pas le rajouter à toutes les recherches. Dans l'exemple pratique qu'on va voir vers la fin, on va pas forcément, le fait de sélectionner le qualificatif ne va pas forcément nous donner plus de résultats. Donc, le qualificatif, il sert vraiment à délimiter le sujet de recherche. Donc ici, on a pris l'exemple du diabète durant la grossesse. Et si on souhaite trouver des résultats pertinents à la question et qu'on veut chercher le côté diagnostic, bien évidemment, il faut sélectionner. Vous voyez à l'écran, on va sélectionner donc dans les qualificatifs qui sont proposés le champ qu'on souhaite couvrir. Donc, par exemple, ici, on va prendre diagnosis et on va limiter donc la recherche aux références dont le descripteur il va constituer le sujet principal de l'article. Donc ici, vous avez
les termes synonymes. Et si on navigue dans l'arborescence, on aura les termes spécifiques. Donc, c'est des mots-clés qui sont utilisés et ça nous permet de voir que tous les concepts qu'on a choisis, on verra par la suite, ils sont dans des arborescences bien structurées pour pouvoir indexer l'ensemble des documents. Donc, l'agent qualificatif, il va préciser le sens d'une recherche. Il va avoir pour conséquence de limiter le nombre de résultats et de limiter donc un champ spécifique, diagnostic, thérapeutique, étiologique, etc. Vous avez quand même un champ qui est assez large et ce champ s'adapte en fonction du sujet de recherche, évidemment. Donc, une fois qu'on a choisi le champ de recherche, qu'on a limité notre recherche, on va rajouter, on va cliquer sur Add to Search, puis Boulder sur chercher ensuite pour avoir les résultats de la recherche. C'est vraiment très rapide comme résumé pour vous exprimer un petit peu l'intérêt de rajouter ou pas un qualificatif. Ensuite, ça c'est vraiment un petit aparté parce qu'on verra ça un petit peu après. Donc, troisième démarche, une fois qu'on a délimité les concepts, les mots-clés, qu'on a trouvé les mots-clés, évidemment, les mettre directement, les saisir directement dans une base de données, ce n'est pas forcément pertinent parce qu'on va avoir énormément de choses. Il faut construire une équation de recherche. L'équation de recherche, elle est constituée principalement des concepts de la question clinique ou de la question concernant le projet de service, par exemple. Et elle est décomposée selon les critères PICO. Donc, les mots, ils vont justement, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont vous servir à délimiter l'équation de recherche. Alors, comme je disais, si on ne délimite pas l'équation de recherche, si on n'utilise pas certains connecteurs logiques, deux difficultés peuvent se présenter. Soit on risque d'avoir trop de résultats, donc des résultats sans pertinence. Souvent, on va parler de bruit documentaire. Et donc, l'information pertinente, elle est noyée dans la masse. Soit vous allez avoir très peu de résultats, sans les articles suités, et du coup, il va y avoir du silence dans vos résultats. Donc, l'information pertinente, elle n'a pas été trouvée et on peut penser qu'elle n'existe pas. Donc, c'est vraiment très important. La démarche de recherche, c'est vraiment de travailler en amont, la formulation de la question, la formulation de l'équation de recherche et ensuite, je me connecte à la base de données et je fais ma recherche. Donc, pour éviter justement le bruit et le silence, nous allons utiliser ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Donc, les opérateurs booléens et les mots-clés mèches dont on vient de parler. Donc, pour réaliser une équation de recherche, c'est-à-dire on va lier chaque concept, chaque mot-clé entre eux, ou en exclure d'autres, évidemment, on va utiliser différents outils logiques. Alors, quels sont ces différents outils logiques? Nous avons le « et » en français. Dans les bases de données anglaises, il va se traduire par « and ». Donc, le « and », il va nous permettre de faire une recherche combinant deux mots-clés, précision et pertinence de la recherche. Le « or » ou le « ou », il va permettre de faire une recherche des documents contenant soit le premier terme de la recherche, soit le second terme, ou donc les deux à la fois. Donc, cet opérateur il va permettre de réunir ou d'élargir la recherche. Donc, il existe également le NOT, donc ça veut dire le sauf. On ne va pas l'utiliser dans ce que je vais vous montrer à l'écran pour la partie recherche. Tout simplement parce que cet opérateur-là, il est à utiliser avec prudence parce qu'il peut avoir des conséquences, pour conséquence d'écarter des résultats de la recherche et qui peuvent être pertinents. Donc, du coup, si la requête elle est mal construite, on peut passer à côté de résultats importants. Donc, nous, on ne l'utilisera pas parce que cet opérateur, il est intéressant parce qu'il va permettre d'éliminer de la recherche des notions qui ne sont pas pertinentes, mais dans certains cas, c'est important de l'utiliser justement pour pouvoir exclure des articles qu'on ne souhaite pas récupérer avec des mots-clés bien précis. Mais on va avoir tout cela dans la recherche qu'on fera en partie pratique. Donc, la combinaison des concepts, termes mèches, va évidemment nous permettre de réaliser une recherche pertinente dans les bases de données. Dernière étape,
Et après, on passe à la partie pratique. Il est 15h03, donc je pense que je vais être dans l'état, si je ne suis pas trop bavarde au niveau de la présentation de la base de données. Donc, la dernière étape, après avoir donc déterminé l'équation de recherche, j'ai affiché mes résultats. Je dois filtrer les informations pour justement délimiter les résultats et la recherche et les résultats que je souhaite récupérer. Donc, il faut filtrer ces résultats. Ces filtres, ils sont importants et parfois indispensables. Je dirais même très souvent indispensables. Autrement, on aura des ressources qui ne sont pas probantes et des résultats qui ne conviennent pas du tout au sujet de recherche. Donc, des bases de données, la plupart des bases de données proposent, c'est un peu similaire, hein, proposent des filtres un peu identiques. Sur la base de données qu'on va pouvoir présenter, on a plusieurs possibilités. On peut faire un filtre sur la disponibilité de l'article, sur le type d'article, la date de publication. Et puis évidemment, il y a d'autres options qui seront proposées en fonction des bases de données. Dans notre cas, on va effectuer nos requêtes dans le moteur de recherche PubMed. Et c'est un moteur de recherche, je précise bien, qui va interroger la base de données dans laquelle sont indexés les documents. Donc la base de données, peut-être que certains connaissent déjà, c'est Medline. Et le moteur de recherche qui va chercher les articles dans la base de données s'appelle PubMed. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, 4 points à retenir hein, pour la recherche en soins. Définir la question de départ, dégager les concepts, délimiter l'équation de recherche. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie pratique. J'ai du bruit. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Si vous voulez bien le couper, s'il vous plaît. Merci. Sauf s'il y a une question, mais normalement, on a prévu de récupérer les questions à la fin. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser évidemment dans le fil de discussion. On répondra juste après la présentation. Donc, pour pouvoir vous faire une petite démonstration par rapport à ce que je viens de dire de manière théorique, un cas pratique, nous avons choisi une question de départ, plutôt une hypothèse de départ. Chez la femme enceinte, le traitement de la douleur par l'hypnose était aussi efficace qu'un traitement médicamenteux. Donc, question clinique, type de question, thérapeutique, diagnostic, etc. Évidemment, c'est une question thérapeutique parce que on va parler plus de traitement. Donc, question thérapeutique. Alors, type de question, les critères PICO. P-I-C-O. Donc, la population, évidemment, c'est la femme enceinte. L'intervention évaluée, on va évaluer l'hypnose. On va le comparer à quoi? On va le comparer à un traitement médicamenteux. Ensuite, le facteur outcome, c'est le traitement de la douleur. Qu'est-ce qu'on va traiter sur l'ensemble de la question? C'est la douleur. Si je vais vite, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je peux ralentir, mais je peux aller très vite également. Donc, n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Donc, l'équation de recherche, en français, je décompose. C'est très important, lorsque j'ai mon hypothèse ou ma question, de décomposer les termes. Chaque terme de l'énoncé de la question de départ est important parce qu'il va correspondre aux concepts, mots-clés qui vont servir à élaborer votre équation de recherche. Donc ici, je prends femme enceinte, douleur, hypnose. C'est les 3 concepts essentiels sur lesquels on va travailler. Donc, si vous avez bien retenu, et sont en français, je fais ma recherche dans une base de données en anglais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les traduire. Et donc, c'est là que je vais passer en mode pratique. Donc, je vais me connecter à la base de données et à SysMef. Alors, hop. Voilà, donc pour faire ma recherche, alors vous allez me dire c'est un petit peu fastidieux, je suis bien d'accord, mais c'est une étape importante pour pouvoir faire la recherche. Donc, je vais chercher tous mes concepts. D'accord? Donc, le premier, c'est douleur. Je lance la recherche.
et il va me traduire le terme mèche en anglais. Donc, douleur, c'est traduit par pain. Et évidemment, j'ai aussi la définition qui s'affiche juste ici. Donc ça, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, mon deuxième mot-clé, il va me proposer quand même, il faut regarder ici ce qu'il peut proposer. SysMef, il propose des synonymes. Et là, par exemple, il parle du traitement de la douleur. Traitement de la douleur. Je fais la traduction. Traitement de la douleur. Je lance la recherche et il va me le traduire par pain management. Et tous ces mots-clés, je dois les noter un par un. Ensuite, j'ai un autre synonyme. Donc, si je vais là-dessus, je suis en train de le faire en même temps. Un autre synonyme, mesure de la douleur. Donc, c'est l'équivalent au traitement, mesure de la douleur. C'est la même chose. Donc, pain measurement. Donc, ces mots-clés, je les récupère. Ensuite, l'autre mot-clé, donc, vous avez bien vu sur la diapo d'avant, hypnose. J'ai la traduction, hypnosis. Ensuite, dans les termes mèches, il me propose aussi ce que je peux avoir. Dans les descripteurs mèches, j'ai anesthésie hypnotique en français. Il faut regarder tout ce que vous propose la base de données qui est ici. Alors, descripteur mèche. Alors, donc, je clique sur anesthésie hypnotique et il me propose hypnosis anesthétique. Donc, je l'ai directement ici. J'ai directement la traduction en anglais. Donc, je récupère tous ces mots-clés. Je les ai bien identifiés. D'accord? Et le dernier, c'était femme enceinte. Donc, femme enceinte. Et j'ai directement également la traduction. Et évidemment, je n'oublie pas d'aller dans les synonymes. Grossesse, par exemple. Je vais le récupérer. Je récupère tous les mots-clés qui peuvent répondre à ma requête. Et on me dit que la traduction, c'est pregnancy. Donc, je récupère tous les mots-clés. J'en ai eu plusieurs, vous avez pu le constater. Et donc, du coup, je vous montre la diapo. Je repars une fois que j'ai récupéré tous mes mots-clés. Voilà. Une fois que j'ai récupéré tous les mots-clés, voilà ce que vous allez avoir. Donc, vous allez avoir femme enceinte, tous les mots-clés principaux plus les synonymes, traitement de la douleur et hypnose. Donc, je récupère, c'est très important d'avoir cette démarche. Je travaille sur les mots-clés et ensuite, je fais ma recherche dans les bases de données. Donc, je récupère tous mes mots-clés et ensuite, je vais faire ma recherche. Évidemment, on a mis un petit peu les opérateurs, mais on va en parler juste après. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu compris les nuances entre les connecteurs logiques, le et, le ou, donc le and et le all, c'est vraiment les principaux qu'on va vous montrer aujourd'hui. Le note, ça sera peut-être approfondi ultérieurement, mais en tout cas pas dans ce webinaire. Donc, travailler sur les mots-clés
et l'équation de recherche. L'équation de recherche, je vais connecter mon premier concept à mon deuxième concept et évidemment connecter chaque synonyme, chaque concept synonyme entre eux. Donc, par rapport à ces concepts, si vous avez bien compris, on va vous envoyer un petit deuxième quiz pour pouvoir trouver, élaborer. On vous a un petit peu expliqué comment, enfin je vous ai expliqué comment trouver l'équation de recherche. Maintenant, à vous, d'après, il y a 3 concepts, hein. Il y a 3 concepts, hein. Femme enceinte, traitement de la douleur, hypnose. Et donc, dans les 3 concepts qui sont en anglais, il faut bien considérer que pour femme enceinte, donc pregnant woman, pregnancy, c'est un seul concept. Donc, si j'en compte bien, vous en avez bien 3. Donc, à vous, maintenant, à vos tablettes, pour répondre au quiz que Catherine Cunis vient de vous envoyer pour choisir la meilleure équation de recherche. Donc, parmi les 3 propositions suivantes, quelle est l'équation de recherche qui vous paraît la plus adaptée? La première, la seconde ou la troisième? Il y en a une qui est forcément plus pertinente, qui va vous permettre de trouver des résultats probants. Les meilleurs résultats, en tout cas, qui correspondent à votre démarche. Vous voyez les résultats apparaître, Karima, Donc, maintenant? du coup, moi, il faut que je réponde, du coup. Oui, voilà. Hop. Ouais, on y est, on y est, on y est. Ah, alors, parce que je voyais pas la troisième proposition. Ah, ben c'est génial ça. Ça fait plaisir, hein, parce qu'on voit les réponses. 101 réponses, ça continue. Oh, c'est plutôt bien parti, hein. Donc c'est bien, du coup, voilà, c'est. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'il y a une question? Mais on a normalement prévu que les questions soient posées à la fin de l'intervention. Donc, n'hésitez pas à nous faire de noter votre question dans le chat. Voilà, exactement. Ou notez sur feuille, et puis après, au moment des questions, vous intervenez pour pouvoir la poser. Parce que j'avoue, le temps il passe très vite. Je pense que vous pouvez y aller. Hein. Je pense qu'on a pratiquement tout le monde. Voilà. Alors, j'affiche la bonne réponse. Et vous êtes à 91% à l'avoir donné. Donc, c'est plutôt excellente. C'est une excellente participation. Et donc, je pense que vous avez quand même tous percuté l'intérêt des opérateurs booléens et peut-être compris, en tout cas au sens large, l'intérêt de l'utilisation. Pourquoi la troisième réponse et pas la première ou la deuxième? Alors, la première, elle n'est pas pertinente parce que tout simplement, c'est une utilisation fausse des opérateurs booléens. Donc, en mettant, on a combiné tous les mots-clés qu'on a trouvés et qui ne sont pas synonymes. Et donc, si vous avez bien écouté, vous avez bien compris que le or, c'est également parfois pour relier des termes qui sont proches. Et là, ce n'est pas une combinaison qui est correcte puisqu'on est en train de relier des termes qui n'ont absolument aucun sens les uns par rapport aux autres. Donc, ils sont et tous les termes, tous les concepts, ils sont recherchés de manière indépendante des autres. Donc, vous allez en trouver un dans une page, l'autre dans une autre page. Donc, la recherche, elle ne sera pas pertinente. La deuxième équation, pourquoi elle n'est pas correcte?
parce que les termes mèches qui sont vraiment... Enfin, elle n'est pas correcte. Si, elle est correcte, mais vous n'allez pas avoir des résultats exhaustifs. Donc, vous n'aurez pas des résultats qui sont... Vous n'aurez pas la totalité des résultats pertinents. Exactement. On a un collègue qui me dit qu'il manque des termes. Évidemment, on n'a pas tous les concepts. Donc, vous allez avoir des résultats sur la douleur, sur l'hypnose et sur la grossesse. Mais on passera à côté de plein de ressources qui seront pertinentes dans votre recherche. Donc, c'est une liste qui ne sera pas exhaustive. Troisième recherche, évidemment, c'est la meilleure équation de recherche parce que, tout simplement, pourquoi elle est meilleure cette recherche? On a tous les concepts. On a tous les concepts mèches qui se trouvent dans l'arborescence du Thésaurus. Donc, le résultat de cette recherche, évidemment, il va améliorer la pertinence de votre recherche et évidemment afficher des résultats qui sont quand même beaucoup plus probants et beaucoup plus pertinents par rapport aux autres équations de recherche. Donc, évidemment, résultat en image. La première équation, on est à plus de 1000. J'ai même du mal à lire ce chiffre, donc je vous laisse, je vous laisse le déchiffrer. La deuxième équation, 67 résultats. Imaginez bien que 67 résultats pour un sujet de telle sorte, ce n'est pas possible. Et la dernière. Donc là, c'est après avoir fait la recherche dans la base de données, la dernière équation, 95 résultats, donc la combinaison de l'ensemble des concepts qu'on a élaborés au départ dans la partie théorique qui permettront d'afficher les meilleurs résultats. Donc évidemment, pour la base de données, nous allons prendre ces concepts. Alors, on a un petit résumé qui explique le concept. Comme je vous disais tout à l'heure, pain or pain management or pain measurement, c'est le premier concept. Hypnosis or hypnosis anesthétique, deuxième concept. Pregnant woman or pregnancy, troisième concept. Ce sont des synonymes qui deviennent un seul concept. Donc, on a l'équation de recherche que je vous ai affichée tout en bas, qui vous permettra directement de trouver des résultats pertinents. PubMed, c'est la base de données de la National Library of Medicine qui vous permettra justement de faire des recherches pour trouver des résultats probants sur une question clinique, un projet de recherche. Donc, pour y accéder, tout simplement, vous allez dans un moteur de recherche, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran, ou vous allez directement dans un moteur de recherche simple et vous tapez PubMed et vous avez accès directement à la base de données. Donc ici, pour pouvoir faire sa recherche dans PubMed, le plus simple évidemment, depuis tout à l'heure je vous en parle, il convient de faire une recherche MESH, dans le Thésaurus MESH, donc avec les mots-clés qui sont indexés. Donc, je clique, j'arrive sur l'interface qui était ici. La première chose à faire, c'est de choisir le premier mot-clé. Donc, le premier mot-clé, je vais garder ma requête à l'écran parce que je l'ai. Donc, le premier mot-clé, c'est pain. D'accord? Je choisis mon mot-clé, je lance ma recherche. Il va me demander de choisir parmi celui que je souhaite récupérer. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc, je le récupère et ensuite, je vais le rajouter à mon équation de recherche. Ensuite, je vais saisir le deuxième mot-clé. Vous allez me dire, c'est un petit peu long, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a une manière, c'est la manière la plus simple pour vraiment acquérir pas à pas la méthodologie. Donc, le deuxième mot-clé qui est management. Je lance ma recherche. Donc, celui qui m'intéresse, oui, effectivement, j'ai oublié de vous préciser dans le précédent, vous avez comme dans CESMEF, pour ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent parmi vous, vous avez la définition de
vous avez la définition du mot, du concept qui s'affiche directement ici. Enfin, voilà, c'était juste une petite précision. Donc, paint management. Voilà, je lance ma recherche. Je sélectionne le terme qui me convient et je le rajoute. Je sélectionne l'opérateur ALL. Hein, souvenez-vous de l'équation de recherche et je le rajoute. Je le rajoute à mon équation de recherche. Je continue pour le dernier mot-clé du premier concept. Paint measurement. Il existe déjà, il s'affiche. Je lance ma recherche et je sélectionne mon opérateur booléen et je le rajoute. Donc, vous voyez, mon équation de recherche, elle est en train de se faire tout seul. Ce champ, c'est très important parce que ça vous aide à construire l'équation de recherche de manière automatisée et donc, du coup, éviter les erreurs. Donc, paint or paint management or paint measurement. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais lancer ma recherche pour qu'elle puisse s'enregistrer dans mon moteur de recherche, dans mon historique de recherche, pardon. Donc, je vais cliquer sur Search PubMed. Évidemment, je vais avoir des résultats de recherche, mais comme on nous disait tout à l'heure, ce n'est pas pertinent. Je repars dans PubMed, Database. Je fais ma recherche pour les concepts clés suivants. Donc, ils sont, je n'oublie pas ma requête, hypnosis. Il y en a que 2, ça va aller plus vite. Hypnosis, je l'ai ici, je sélectionne, il va s'afficher. Donc, je sélectionne évidemment le mot qui m'intéresse. Je le récupère. Je le rajoute à mon équation de recherche. Je prends le synonyme, enfin en tout cas le terme qui peut se rapprocher, et c'est hypnosis. Hypnosis, donc ce concept-là. Je choisis mon opérateur booléen, le ALL, et je le rajoute à mon équation de recherche. Donc là, dans le deuxième concept, j'ai 2 termes. Je lance ma recherche. Je repars, c'est la même méthodologie. Je clique sur les termes mèches et je mets le dernier concept, donc pregnant woman. Je récupère ma recherche, j'ai la définition, etc. Je le rajoute à mon équation de recherche. L'autre concept, l'autre terme du troisième concept, qui est pregnancy, je lance ma recherche. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terme qui est juste là. Je le récupère. Je rajoute mon opérateur booléen et je le rajoute ici. Donc là, je viens de combiner tous mes opérateurs booléens. Donc, une fois que j'ai combiné tous mes opérateurs booléens, je lance la recherche dans PubMed. Donc, évidemment, je vais avoir un certain nombre de résultats, mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir aller vérifier mon historique de recherche. Pour cela, je vais cliquer sur Advanced et je vais avoir mon équation de recherche. Si je n'ai pas fait d'erreur, je devrais avoir, donc je vérifie le résultat avec vous. Donc la première équation, donc c'est pain management, pain or pain management or pain measurement.
Ensuite, deuxième équation, hypnosis or hypnosis anesthétique. Et la troisième équation, c'est pregnant woman or pregnancy. Donc, jusque-là, tout va bien. Mon équation de recherche, elle est correcte. Donc, vous avez vu que dans cette étape, j'ai réalisé la corrélation avec les synonymes. Mais je n'ai pas encore rajouté le and pour rajouter l'ensemble des termes à combiner. Donc, pour cela, je vais essayer d'aller vite parce que je vois l'heure qui est en train de tourner. Donc, pour pouvoir ajouter, je vais sélectionner ma première équation de recherche. Je clique sur Add Query. Donc, ça veut dire que je vais la rajouter à mon équation, à ma requête, à la boîte requête. Ensuite, je prends la deuxième équation, hypnosis. Je rajoute le booléen add. C'est là où tout ce jeu, c'est là où je vais vraiment faire la combinaison avec les concepts clés. Donc, je sélectionne. Donc, voilà, donc on a ici le and et le dernier concept. Je rajoute le and. Donc, mon équation de recherche, elle est bien ici. Vous allez me dire, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Mais regardez, quand on regarde les mots-clés, management or pen measurement and hypnosis, or hypnosis and voilà. Donc, j'ai bien la combinaison de la douleur, la gestion de la douleur, le traitement de la douleur, etc., combiné à l'hypnose et combiné à la femme enceinte ou au mot-clé grossesse. Donc, cette équation, il ne faut pas la lancer directement dans le moteur de recherche, il faut la rajouter à l'historique. Ça me permet d'avoir l'historique de ma recherche, éventuellement la sauvegarder, la télécharger. Je ne vous montrerai pas comment cela est réalisable. Il y a des tutos qui existent en ligne et puis voilà, vous avez la possibilité de sauvegarder votre équation de recherche. Mais vous voyez bien ici, nous avons la totalité de notre équation de recherche. Donc, une fois que vous avez réalisé cette partie, vous avez la possibilité d'aller directement dans les résultats en cliquant sur les petits chiffres. Donc, ça correspond au nombre d'articles qui sont trouvés en fonction de l'équation de recherche. Donc, c'est pertinent de faire l'équation de recherche de cette manière-là parce que déjà ici, ça vous permet de voir le nombre de résultats affichés. Donc, vous voyez que l'équation de recherche qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a sélectionnée et qui est fiable, c'est bien cette équation de recherche. Donc, soit on clique ici, soit on clique là, on rajoute la requête à l'équation de recherche et on clique sur Search. Et là, je vais arriver sur ma page résultat. Je vais aller brièvement. La page résultat, comment elle se présente? Je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir, c'est un petit peu flou à l'écran chez moi, mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu les résultats. C'est parce que je crois que j'ai... Voilà, j'ai agrandi la taille du navigateur. Donc, comment ça se présente? Vous voyez ici, vous avez toujours votre équation de recherche qui s'affiche. Vous avez ici les filtres dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est en anglais, hein, mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Pour appliquer les filtres, c'est très simple. Hein. Il faut juste les sélectionner et ensuite, ils se mettent automatiquement. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de filtres. Vous avez les articles des essais cliniques. Qui seront mentionnés dans cette partie-là, par exemple, hein, le randomized control trial. Vous avez tout ce qui est pour sélectionner les publications qui sont à haut niveau de preuve. Donc, c'est la médecine qui est basée sur les preuves. Donc, c'est tout ce qui est méta-analysis. Vous avez tous les articles qui font partie d'une synthèse sur le terme
du mot que vous recherchez. On verra ça plus dans la partie review. Donc, si vous sélectionnez review, vous aurez tous les articles enfin, voilà, vous aurez la synthèse de tous les articles qui sont publiés sur le terme que vous cherchez. Donc, en fonction des besoins, vous pouvez sélectionner les différents types de filtres. Et puis, vous avez aussi un classement, évidemment, par année et puis par une plage d'années précises que vous pouvez sélectionner à partir de cette rubrique. Et après, vous avez d'autres filtres. Si vous faites une recherche, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la personne âgée. Bon, à partir de 65 ans, on peut choisir la tranche d'âge de 65, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'était pour aller brièvement sur l'explication de l'affichage des résultats. Alors évidemment, la sélection des résultats, c'est en fonction de l'objectif visé par rapport à votre question de départ. Par rapport à la question que nous, l'hypothèse qu'on s'est posée, on a sélectionné un article. Alors, il me semble que c'était celui-là. Évidemment, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article peut changer de position en fonction des publications. Hein. Quand on a fait la recherche, il était en position 4. Aujourd'hui, il se trouve en position 3, donc ce qui est tout à fait justifié, puisqu'il y a d'autres publications, et encore heureusement, qui arrivent en cours de route. Donc, rapidement, comment se présente la notice? Tout simplement, de cette manière-là. Alors, pour la comprendre, c'est un peu simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Alors, vous avez le titre qui s'affiche ici, hein, le titre de l'article. C'est vrai que c'est en anglais. Nous, je sais que nos étudiants, ils aiment beaucoup quand c'est traduit en français, mais quand il s'agit de la recherche clinique ou de la recherche paramédicale, les articles, ils sont en anglais. La publication de nos articles sont en anglais, donc on fait un effort pour pouvoir justement s'habituer à pouvoir faire des recherches avec des termes en anglais et récupérer évidemment des articles en anglais. Donc, le titre, vous avez les auteurs, hein, les auteurs qui ont rédigé l'article. Vous avez ici, c'est le numéro qui va correspondre, c'est un numéro qui est attribué par PubMed et qui va correspondre à une référence qui est indexée dans la base de données. Donc, chaque article a une référence qui est définie directement par PubMed. C'est PubMed Identifier qui est donné par le moteur de recherche. Ensuite, vous avez juste ici l'année de publication, 2012. Après, évidemment, il y a une information dont je vais vous parler parce qu'elle est quand même assez importante. Vous avez également, très souvent, on le voit quand on fait les recherches, et c'est très, très intéressant d'avoir cette référence. C'est le numéro d'identité de l'article, en fait. C'est le Digital Object Identifier. C'est l'identifiant d'objet numérique. C'est intéressant. Nous, on l'utilise pour les articles scientifiques parce qu'il vous permet directement de retrouver et d'identifier une ressource électronique en ligne. Donc, ça nous permet dans une base de données, de trouver directement l'article en texte intégral. On peut directement faire une recherche à partir de ce numéro. Voilà, pour résumer. Vous avez évidemment le résumé de l'article et avec les articles qui parlent du même sujet, et puis les articles dans lesquels est citée votre recherche. Et ce qui est important aussi, c'est de toujours faire attention à cette partie-là. On ne l'a pas forcément dans tous les articles, mais celui-là, c'est le cas. On vous informe que l'article a été mis à jour. Et donc, en étant mis à jour, il vous l'affiche directement ici. Et du coup, ça nous permet de cliquer là-dessus et d'arriver directement sur l'article qui est récent. Donc, on arrive directement à l'article qui est récent et ça nous permet de pouvoir voir qu'il est en libre accès parce que l'article de 2012, il n'était pas disponible en libre accès et l'article qui a été revisité, publié en 2016, donc vous voyez bien ici, mai 2016, hein, c'est indiqué clairement, eh bien cet article est disponible en texte intégral. Donc qu'est-ce que cela signifie? Que vous soyez abonné ou pas
à la revue ou à la base de données. En l'occurrence, ici, c'est la Cochrane Library. C'est une base de données médicale hein, qui est publiée par Wiley. Et si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas accès à la ressource disponible sur cette base de données. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un article qui est libre en texte intégral et vous pouvez directement cliquer sur le lien ici et récupérer l'article. Je suis jusqu'au bout de la démarche. Hein. Après, quand ça fonctionne, que ça ralentit pas, vous voyez, on a directement l'article. Et donc, au format HTML, j'ai le texte et je peux éventuellement visualiser le format PDF et pouvoir le télécharger. Donc, ça, c'est quand même assez important de pouvoir récupérer les ressources qui sont directement intégrées sur cette base de données. En sachant que il ne faut, dans certaines bases de données, on peut sélectionner texte intégral ou juste les résumés. Le conseil qui est donné, c'est de sélectionner toutes les ressources. Il ne faut pas seulement sélectionner texte intégral, parce que si on sélectionne texte intégral, que l'institution n'est pas abonnée, on risque de passer à côté de résultats pertinents. Alors, pourquoi je ne peux pas faire précédent? Il est ouvert dans une nouvelle page. Il est ouvert dans une nouvelle page. Voilà, je repars dessus. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Si vous allez en bas de l'article, et après je vais arrêter parce que je vois que le temps il est, il est bien avancé. Si je me permets, si éventuellement, ici vous avez quand même des mots-clés qui ont servi à indexer votre document. Donc, c'est parfois pertinent, je dirais même très souvent pertinent, de pouvoir consulter cette liste-là, parce que cette liste va vous aider à trouver d'autres articles en employant ces mots-clés, en employant ces mèches. Donc, c'est bien des termes qui sont indexés dans la base de données. Donc, c'est intéressant de pouvoir les récupérer parce qu'ils vont vous permettre de relancer la recherche sur la thématique de départ. Et vous voyez, il y a des petits astérix. Cela signifie que les mots-clés, ils constituent en fait l'article, ils constituent le sujet principal de l'article. Et parfois aussi, on a des mots-clés qui sont attribués par les auteurs et très souvent, ils sont en langage naturel. Donc, les articles qui sont vraiment, qui constituent en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les articles, si vous récupérez les articles qui sont marqués avec un petit astérix, bah, ce sont les articles qui vont constituer le sujet principal, enfin les termes, les concepts qui vont constituer le sujet principal de votre article. Donc c'est ce qu'on conseille évidemment à tous nos étudiants, c'est de pouvoir récupérer des mots-clés en dehors de ce qu'on a pu constituer pour pouvoir élargir évidemment la ressource et pouvoir trouver d'autres recherches et d'autres ressources et en l'occurrence ici des résultats évidemment probants par rapport à votre question de départ. Voilà, donc moi je pense que on est à la fin de la recherche. Alors je suis repartie au départ. Allez par là. Voilà, donc moi je suis à la fin de la diapo. Je pense qu'on a fait le tour hein, de la question. Évidemment, on a privilégié la base de données Medline hein, parce que c'est la base de données qui est quand même la plus réputée pour contenir un certain nombre de publications pertinentes. Il existe d'autres bases de données qui sont peut-être plus accessibles. C'est une démarche de recherche documentaire qui est destinée aux futurs chercheurs et les chercheurs actuels dans le cadre paramédical.
Évidemment, au CHU de Lille, on explore d'autres bases de données dans le cadre du management, de la formation, etc. Donc, et pour ce webinaire, on a privilégié la base de données Medline. Voilà, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, c'est maintenant. En espérant avoir été claire et voilà, donc je vous remercie de votre écoute et voilà, moi je reste disponible pour pouvoir répondre à vos questions. J'étais peut-être un petit peu longue, mais j'ai essayé d'être claire en tout cas dans mes propos. Enfin, j'espère l'avoir été. Donc, n'hésitez pas, en effet, vous pouvez éventuellement lever la main ou ouvrir votre micro pour poser des questions. Je laisse peut-être aussi François voir un petit peu si vous avez pu voir les quelques questions qui ont été posées au cours dans le chat. Vous êtes là, François? Oui, tout à fait, je suis là. Alors, j'ai vu effectivement quelques inquiétudes sur le fait, effectivement, le contenu est en anglais. Alors, quand on fait de la recherche, oui, si on veut être exhaustif, on cherche en anglais, mais malheureusement aussi, quand on publie, mais on va publier en anglais. En anglais. Donc, mais il ne faut pas que ce soit un frein. Aujourd'hui, il y a des comment ça s'appelle, les traducteurs automatiques qui sont de très bonne qualité, que ce soit Google Trad, que ce soit, sans faire de pub DeepL ou autre, qui sont d'accès libre. Donc, vous prenez effectivement l'abstract, le résumé, et vous le traduisez. Ça permet de faire quand même une bonne première étape et d'avancer. Il ne faut pas effectivement être freiné par le fait, effectivement, c'est en anglais. Et après, l'anglais scientifique, c'est un anglais où, au fur et à mesure où on le lit, on se développe, voilà, on développe certaines compétences assez rapidement, puisque c'est de l'anglais très simple. Hein. C'est pas du Shakespeare, c'est sujet, verbe, complément, la plupart du temps. Tout à fait, François, je rejoins ce que tu dis. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de s'imprégner de la langue anglaise. Hein. Tous les articles sont publiés en anglais et sincèrement, ils sont facilement traduisibles. Comme tu dis, ce n'est pas un anglais qui est complexe et nous avons des outils pour pouvoir traduire les termes médicaux qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est réalisable et accessible pour tous. Donc voilà, l'essentiel, c'est de vraiment pouvoir faire une recherche, avoir une démarche de recherche claire et nette et de comprendre un petit peu la manière de faire la recherche. Et une fois qu'on a l'article et qu'on souhaite le rédiger, la problématique ne se pose pas. Il y a des outils qui existent, hein, qui sont fiables et qui permettent de pouvoir aboutir à une publication éventuellement. Donc, Alors, merci Karima pour cette présentation claire. Voilà, le but effectivement et l'objectif de ce webinaire, c'était de rendre effectivement accessible à tous l'accès à la recherche, à cette méthodologie de recherche bibliographique. Alors, on ne peut pas faire le tour. Hein. On pourrait effectivement, la politique, c'était de restreindre en 1 heure. Donc, effectivement, il y a des sujets, des particularités qui n'ont pas été, on n'a pas pu effectivement présenter. Après, l'information importante aussi que je vous donne, c'est n'hésitez pas à aller voir comment s'appellent les professionnels, c'est-à-dire aller voir les documentalistes, puisque c'est les professionnels de la recherche bibliographique. Donc voilà, il faut frapper à leur porte, aller les voir dans les bibliothèques. Vous avez effectivement pour les établissements où il y a une bibliothèque et des documentalistes, foncez, ils vous seront d'une grande aide. Alors, il y a une question, effectivement, combien on peut ajouter, effectivement, de concepts maximum dans une équation de recherche entre le or et onde. Alors, je laisse Karima et Gilles répondre. Je ne suis pas certain qu'il y ait des limites. Après, pour qu'elle soit pertinente, il faut que vous le verrez, c'est aussi empirique, hein, j'aurais tendance à dire. Vous le verrez en faisant les différentes équations et en voyant le nombre, comme vous l'a montré Karima, le nombre effectivement d'articles qui ressortent. Je ne sais pas si Karima... Oui, non, tout à fait, tu as raison, François. Et effectivement, un seul mot-clé ne suffit pas. Minimum, un seul mot-clé ne suffit pas. Au moins 2, 3 mots-clés
pour aller au-delà de résultats pertinents. Un seul mot-clé, vous allez avoir énormément de bruit et vous allez avoir tous les articles qui n'ont pas forcément de sens par rapport à votre recherche. Donc, combiner avec 3, 4 mots-clés. Est-ce qu'il existe un maximum? Pas forcément, mais voilà, il y a un biais, il faut faire attention, il faut tester. Il peut évidemment exister un maximum. Nous, quand on fait une recherche documentaire, à un moment donné, on va arriver à aucun résultat, voire 0 résultat, parce qu'on aura mis trop de concepts, on aura fait trop d'équations de recherche et on arrive à des résultats erronés. Donc, il faut tester, il faut faire vraiment jouer sur les mots-clés et la combinaison avec les opérateurs booléens et voir les résultats qui s'affichent. Il n'y a pas de recette vraiment faite en disant, voilà, il ne faut pas dépasser 6 mots-clés, 7 mots-clés, etc. C'est en fonction du sujet, en fonction des concepts que vous saisissez dans la recherche. Mais est-ce qu'il existe un minimum? Oui. Un maximum, pas forcément, mais un minimum, oui, parce que un seul mot-clé ne suffit pas. Moi, je dirais qu'il fallait au moins de 2, voire 3 mots-clés. En fonction, on a vu que tout à l'heure, c'était réalisable, mais l'exhaustivité des résultats n'est pas là, malheureusement. Donc, vraiment bien travailler sur les concepts et aller au-delà de 3, 4 mots-clés. Tout à fait. Et Sur le nombre de mots-clés minimum, j'aurais tendance à dire que ça répond à la question PICO, c'est-à-dire la population. Voilà, vous déroulez effectivement comment vous allez poser l'hypothèse, et l'hypothèse, vous devez effectivement avoir globalement les concepts PICO. Donc, vous déroulez, et à partir de ça, vous aurez derrière effectivement l'équation de recherche qui s'affiche, qui va se faire par défaut, et même dans la question clinique, hein, si vous décomposez votre question clinique, enfin, ou hypothèse clinique, par défaut, hein, de manière tout à fait légitime, les mots-clés, le nombre de mots-clés va se pseudo-définir, en fait. Donc, et puis après le nombre avec les synonymes, mais déjà rien qu'avec la partie de la question clinique, on peut déterminer le nombre de mots-clés. Mais évidemment, il existe un minimum quand même, quoi qu'il en soit. Alors, si j'ai un conseil, allez-y, testez, il n'y a pas d'erreur possible, et vous le verrez, si, vous allez faire des erreurs. Mais le jour, quand vous vous tromperez entre un et or, vous verrez que vous avez 1 400 000 articles, effectivement, vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Mais voilà, il n'y a rien de grave. Donc, voilà, 2 conseils, allez-y, allez, on va dire, faites face effectivement à PubMed et aux autres éventuels. Après, frappez à la porte des documentalistes, demandez-leur un coup de main aussi par mail et vous allez voir, ils pourront vous aider. Et n'hésitez pas aussi d'aller voir les coordinateurs de la recherche en soins dans vos établissements. Donc, voilà, mes collègues, pour faire simple, et le GIRSI si besoin. Voilà, je te laisse la parole pour clôturer, Catherine. Et oui. C'était la première étape il y a un 2e webinaire qui. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Voilà, je voulais juste me permettre, Catherine, de préciser. Je vois dans les chats des personnes qui parlent de SkyHub. Nous, c'est au niveau du CHU, c'est à proscrire parce que SkyHub, c'est pas légal. Hein, c'est des articles pirates. Je ne sais pas ce qu'il en pense, François, mais je sais que les médecins, les praticiens, les chercheurs vont ponctionner des articles sur ce site. Mais au niveau des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle qu'on défend tous, ce n'est pas légal. Donc Oui. voilà, c'est à prendre avec précaution. C'est à prendre avec précaution, on ne peut pas dire qu'il faut l'utiliser. Après, ça ne vole pas les auteurs qui ne touchent dans tous les cas pas de royalties sur leurs œuvres. Mais il ne faut pas l'utiliser. Tout à fait, et que je rejoins Gilles, je rejoins François. Les documentalistes sont disponibles pour répondre aux questions et au CHU de Lille, on répond à nos chercheurs en paramédical et en recherche clinique. Donc, évidemment, j'invite tous les participants à toquer à la porte de leurs documentalistes pour qu'ils interviennent, pour qu'ils les aident dans cette démarche. Voilà, très bien. Je vous remercie. On va devoir clôturer le webinaire parce qu'on a pris un petit peu, on a un peu dépassé le temps imparti. Sachez qu'en effet, il y a un second webinaire qui aura lieu le 16 novembre à la même heure, 14h30, 15h45. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire. Et comme on vous l'a dit au départ, il y aura bien sûr un replay de ce webinaire qui sera sur le site du GIRSI et sur notre chaîne YouTube.
Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous les envoyer au GIRSI. Si vraiment il n'y a pas de souci, on essaiera d'envoyer sur Gilles, François et Karima, et ils y répondront sans souci. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre présentation, Karima. Au revoir.